Donc pour enchaîner donc sur le sujet suivant, alors juste avant j'ai une petite liaison entre les deux sujets. Si jamais vous voulez faire du crack de mot de passe sans les diffuser, on a fait une petite appli qui permet de faire du craquage de mot de passe en distribué. Donc elle est diffusée sur GitHub, vous pouvez récupérer, le coder, le changer. Donc ça vous permet de faire aussi du calcul intensif distribué sur du mot de passe, le tout sur un réseau sécurisé ou un réseau perso. Donc ça vous permet aussi de répondre au premier challenge en travaillant tous ensemble avec tous vos PC, en montant un Go crack et en essayant de craquer le SHA-256 qui a été diffusé tout à l'heure. Donc c'est juste un petit clin d'œil sur ce qui a été fait juste avant. Alors sur l'intervention qui va suivre, je vais essayer d'être dans les temps parce qu'on a pris un petit peu de retard, donc je vais essayer de ne pas être trop long et il y a quelques slides que je vais passer rapidement. Il y a des sujets qu'on a déjà vus un petit peu ce matin, donc je reviendrai dessus de manière un petit peu rapide. Alors juste pour me représenter, donc je m'appelle David Grou, pour ceux qui connaissent les Gardiens de la Galaxie, I am Groot, ça va être à peu près la seule chose que je vais savoir dire en dehors du monde réel. L'idée c'est que moi je travaille pour une boîte américaine spécialisée en cybersécu, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis sur les différents sujets sécu au sens large. Et ensuite j'ai des équipes qui bossent sur moi qui bossent pour moi sur la partie recherche et analyse. J'ai deux grandes activités, je m'occupe des équipes techniques au sein du groupe FireEye pour l'Europe du Sud. Donc je couvre tous les pays du bassin méditerranéen. Et je m'occupe aussi de tout ce qui va être relations avec l'extérieur. Donc relations presse, relations gouvernementales, relations universitaires, groupes de travaux et autres types d'activités. Alors juste un truc étrange mais fun, j'ai découvert ce matin, je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste de la région, mais on a une de nos entités commerciales qui s'appelle Mendiant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la société spécialisée en investigation numérique à travers le monde. Donc globalement, vous prenez tous les gros incidents qui ont eu lieu dans les 3, 4, 5 dernières années, et vous allez voir les grosses sociétés qui disent avoir fait intervenir Mendiant. Pour ceux qui sont un peu passionnés sur la géopolitique et le hacking associé à la géopolitique, le premier rapport Mendiant APT1 sur les hacks chinois a été diffusé en 2013. Et en fait, c'est assez fun parce que les deux logos ont une petite ressemblance qui est assez marrante. Alors un site de non-disclosure, je travaille pour une boîte américaine, donc le légal, on aime bien ça. Donc globalement, je ne citerai aucun nom de société et vous ne pourrez rattacher rien à ce que je dis à n'importe qui ou n'importe où. Sur l'agenda, donc en termes de présentation, alors j'ai préparé deux, trois petites choses. La première sur comment on collecte l'information, et j'essaierai d'aller assez vite là-dessus, mais ça permet d'être intéressant sur la manière de collecter ce qu'on diffuse. La deuxième partie sur quelques grandes tendances, et la dernière partie sur quelques attaques. Il y en a qui ont été citées ce matin. Je vais les reprendre en fait un petit peu dans une liste à l'après-vert avec différents exemples d'attaques et de tendances sur les attaques. Alors sur la partie collection d'informations, en fait, c'est un sujet qui est vraiment ultra intéressant et qui est assez passionnant. Et là, derrière moi, vous avez un certain nombre de chiffres. Je ne vais pas tous les détailler, ce n'est pas l'intérêt que j'en ai moi aujourd'hui de vous montrer un petit peu comment tous ces chiffres sont faits. Mais un des gros challenges quand on fait du cyber-renseignement, c'est de collecter l'information. Ça, c'est un premier challenge. Le deuxième challenge, une fois qu'on a collecté l'information, en fait, c'est de la classifier, d'en créer des métadatas, de l'indexer et de la rendre utilisable. Parce que collecter des millions d'informations, c'est facile, on va dire. Ça dépend ce qu'on fait, mais si je fais de l'open source, c'est assez facile en fait de récupérer plein de flux. Ce que j'en fais, comment je le stocke, comment je les indexe et comment je peux l'interroger, c'est mon deuxième niveau de challenge. Et mon troisième niveau, je dirais encore une fois de difficulté, c'est comment je dissémine l'information. De quelle manière? Est-ce que j'en sors de l'information technique? Est-ce que j'en sors de l'information contextuelle, de l'information stratégique? Aujourd'hui, au sein de la structure à laquelle j'appartiens, donc FireEye, on a une philosophie qui est basée sur trois grands angles, qui sont les suivants. On a une entité qui travaille uniquement sur la réponse à incident, la victimologie, l'investigation numérique sur site. Donc j'ai donné tout à l'heure rapidement sur cette activité-là. Globalement, si vous regardez sur les 10-15 gros hacks d'entreprises qui ont eu lieu récemment, donc les breaches comme on les appelle, vous verrez que la plupart des sociétés ont confirmé à travers des communiqués de presse avoir fait appel à des consultants mendiants pour l'investigation, la compréhension du périmètre, la compréhension de l'attaque. Ça, c'est un des premiers points de collecte d'informations, puisqu'on voit en fait ce qui se passe sur le terrain, sur la victime.
L'intérêt, c'est de comprendre toutes les techniques d'évasion, toutes les techniques avancées et toutes ces choses-là. Le deuxième pilier de collecte d'informations, il est pour nous en fait basé sur les technologies que l'on met sur le marché. Donc FireEye, en quelques mots, créé en 2004-2005 de mémoire, a créé un marché qui n'existait pas auparavant, qui était le marché de la sandbox au niveau du réseau. Donc la capacité d'émuler l'activité d'un utilisateur dans un environnement isolé et monitoré pour voir ce qui se passe au niveau de l'attaquant et des méthodes utilisées. Et globalement, on a aujourd'hui déployé ça à travers les chiffres que vous avez en haut. Ça nous permet d'avoir de la télémétrie temps réel sur ce qui se passe chez nos clients et ce qu'on voit sur le terrain. On ne va pas récupérer d'informations personnelles liées aux clients, on va récupérer de la métadata statistique, mais ça va nous permettre sur des règles de comportement, sur des détections un peu spécifiques, de voir l'impact géographique d'une attaque et de voir aussi potentiellement l'utilisation d'un exploit sans même connaître l'attaque. Donc ça, c'est un deuxième cadre d'intervention qu'on a. Et le dernier cadre de collecte d'informations, qui est un qui est ultra passionnant, je vais me décaler pour que tout le monde puisse le voir, qui est ici en bas à votre droite, qui est la partie renseignement, cyber-renseignement. Donc aujourd'hui, on a développé une capacité, on va dire ce qu'appellent les Américains Nation State Grade, donc de niveau étatique. On a déployé à travers le monde 350 consultants, 350 analystes qui sont plutôt des anciens d'organisations de CERT nationaux ou d'organisations de défense nationale, qui vont aller collecter de l'information en open source, en closed source, sur des forums, vont acheter du matériel potentiellement, puisqu'on va être sur différents pays qui vont nous permettre de faire différentes choses d'un point de vue législatif, et on va récupérer les informations d'un point de vue attaquant. Donc là, on ne se positionne plus du point de vue de la victime, mais du point de vue de l'attaquant. Qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il veut faire, comment, pourquoi. Sur tous ces facteurs-là, sur ces trois facteurs-là, le côté victimologique, le côté technologique et le côté attaquant, on va y positionner en plus une philosophie géopolitique. Une motivation de que veut l'attaquant, quelles sont ses orientations, qu'est-ce qui peut l'intéresser. Et ça permet de travailler un tout petit peu plus dans l'anticipation, dans deux grands axes. Premier axe, anticipation pure. Quand j'écris une politique de sécurité ou lorsque je veux lancer une boîte dans un pays spécifique ou sur un domaine spécifique, le fait de connaître les attaquants, leur méthodologie, leurs anciennes victimes, me permet de définir ma posture de sécurité d'un point de vue IT. Donc ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, c'est pendant une investigation. Quand j'ai commencé à trouver un premier artefact technique qui me permet de valider qu'en face de moi, j'ai un attaquant chevronné, est-ce que cet artefact me permet de remonter sur une famille d'attaquants ou une famille d'outils utilisés par l'attaquant pour aller faire ce qu'on appelle dans le jargon un sweep ou un hunt, donc une chasse, une recherche plus large de toutes les techniques connues par cet attaquant. Alors je donne un exemple un peu concret, un peu facile. J'arrive sur une intervention, je suis en train de voir que l'attaquant est en train d'exfiltrer de l'information sur une infrastructure comme un end-control. Cette infrastructure, est-ce qu'elle n'a pas déjà été utilisée dans d'autres attaques? De quelle manière? Et qu'est-ce qui ont été tous les objets ou tous les outils associés aux anciennes attaques? Ça me permet de repivoter sur mon analyse terrain en allant chercher et en sachant ce que je veux aller chercher. Donc ça, tout ce que je vais vous présenter ensuite dans les tendances et dans les attaques viennent pour la plupart du temps d'un de ces trois piliers, voire de plusieurs des piliers en même temps. Alors quelques grandes tendances pour rester sur un niveau plutôt macro sur les tendances. On a aujourd'hui quelques tendances qui apparaissent sur les crypto-monnaies. Alors première chose, c'est gardons en tête que tout ça n'est pas nouveau. Aujourd'hui, il y a une vraie exposition médiatique qui est extrêmement forte. Mais là, j'ai pris un exemple sur le portail interne ou externe d'ailleurs de partage d'intelligence qu'on a au sein de FireEye. Vous voyez ici les premiers rapports, en tout cas ceux que j'ai été récupérés rapidement, sur les premières attaques et sur les premiers miners. On voit ici un miner là, ici, au 31 octobre 2011. Donc on n'est pas sur des choses qui sont extrêmement nouvelles. On est sur une exposition médiatique qui est complètement différente, de par la volatilité de la monnaie, de par l'augmentation des cours, comme on en a parlé dans les premières présentations. Il y a un vrai attrait qui se fait et qui fait qu'on met un focus. Mais ça reste plus ou moins neuf que ce qu'on pourrait y penser. Alors la première tendance qu'on voit aujourd'hui, désolé, la courbe du milieu n'est pas très jolie, mais bon, en même temps, il n'y avait pas grand-chose de bien visible. L'idée, en fait, c'est qu'on voit un changement au sein des communautés d'ARC sur la motivation d'utiliser d'autres monnaies que le Bitcoin. Donc ça, c'est une des premières tendances qui fait aussi potentiellement des impacts sur les cours des différentes monnaies et sur la manière dont on se les procure.
C'est qu'aujourd'hui, les transactions criminelles, ou en tout cas dark web, se font de plus en plus sur d'autres types de monnaies, et pas sur le Bitcoin. Alors pour différentes raisons, mais la raison principale, en fait, c'est surtout le gros focus législatif et médiatique qu'il y a aujourd'hui sur le Bitcoin. Et les autres raisons sont basées sur 3 critères principaux, qui sont le niveau d'anonymisation réel de la monnaie, la vitesse de transaction et le coût associé à la transac. Et aujourd'hui, il y a des monnaies virtuelles, et c'est ce que disait tout à l'heure un des intervenants, il y a des monnaies aujourd'hui qui vont beaucoup plus vite, qui coûtent moins cher à produire, qui ont potentiellement d'autres contraintes, mais qui vont apporter un intérêt sur la partie cybercriminalité. La deuxième tendance qu'on a aujourd'hui et qu'on observe nous beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est dans le cœur de notre métier, c'est en fait l'impact géopolitique de la monnaie virtuelle. Donc là, vous avez quelques exemples, mais notamment aujourd'hui, on a un œil très fort sur la Corée du Nord. La Corée du Nord, en fait, alors si on remet dans un contexte géopolitique, la Corée du Nord aujourd'hui est sous embargo financier pour la plupart de ses transactions financières à l'international. Et un des moyens de financer le régime ou de financer d'autres attaques informatiques, puisqu'à un moment, quand vous voulez faire de l'attaque, on l'a vu tout à l'heure, il faut acheter du matériel. On va prendre le cas de miner. Vous voulez miner, il vous faut du matériel, il vous faut potentiellement des adresses IP, il vous faut un certain nombre de choses en infrastructure. Et en fait, un des moyens de fonder ou de financer ces opérations, c'est d'utiliser des monnaies qui sont des monnaies virtuelles qui vous permettent d'anonymiser l'ensemble des actions. Et aujourd'hui, on a vu, notamment dans l'année 2017, un certain nombre d'attaques, j'en parlerai tout à l'heure, sur des plateformes d'échange, qui ont été attribuées à la Corée du Nord, avec une volonté de faire du financement du régime en Corée du Nord. Donc là, on a une tendance qui est géopolitique, qui est assez forte, qui, par effet de domino, peut entraîner aussi d'autres États, et on le verra, je pense, sur mon slide suivant, si je fais correctement la transition, sur la partie régulation et impact législatif. Du fait qu'on ait de la géopolitique qui rentre dans les discussions, les États s'intéressent à mettre la loi et la régulation autour des monnaies virtuelles et à pousser et à limiter les usages, les accès, les ICO et ce genre de choses-là. Alors il n'y a pas que la partie géopolitique, il y a aussi la partie économique, parce que l'État n'aime pas trop, au sens large, pas que le nôtre, mais en tout cas le nôtre aussi, mais n'aime pas trop que l'argent ne repasse pas par lui pour qu'il puisse maîtriser les flux fiduciaires. Mais globalement, on le voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion étatique sur la mise en place de législation et de régulation autour des crypto-monnaies. Donc ça, c'est une des tendances aussi qui est assez forte d'un point de vue visuel. Alors c'est super important, je vais donner un autre exemple que j'ai donné tout à l'heure pendant la pause en discutant. Aujourd'hui, l'IT, ou la sécurité IT au sens large, et peut-être que vous n'avez pas le recul encore parce que vous êtes dans le codage des choses, dans la compréhension technique, mais si on fait quelques pas de recul, ce que j'ai appris un peu plus tard dans ma carrière, la géopolitique et la politique a un impact phénoménal sur l'IT. Et je vous donne un exemple. Les États-Unis ont décidé en 2013-2015 d'insérer la notion de cyber dans les enjeux diplomatiques des États-Unis. Et un des exemples majeurs a été un accord signé entre Barack Obama et Xi Jinping, le président chinois, en 2015, où ils ont signé un accord en se disant « on arrête nos conneries, on arrête de s'espionner industriellement en utilisant des ressources militaires ». Alors je fais court, hein. En 2013, rapport APT1, groupe chinois, ensuite il y a eu d'autres groupes chinois. Globalement, les Chinois utilisaient les militaires pour accéder aux entreprises américaines, pas que d'ailleurs, mais aux entreprises américaines notamment, récupérer de la propriété intellectuelle et aller les battre sur le marché classique en produisant soit des alliages de fer et d'acier moins chers, soit autres. Donc ne pas dépenser de la R&D pour produire plus rapidement. Les États-Unis ont décidé de faire de l'attribution un point majeur de leurs enjeux diplomatiques. Au moment où la signature entre Xi Jinping et Barack Obama a eu lieu, on a vu une réduction de quasiment 90% du nombre d'attaques chinoises sur des entreprises américaines en ayant pour but le cyberespionnage. Aujourd'hui, on voit le même type de discussion avec le nouveau gouvernement Trump, même plus globalement, sur l'attribution à l'Iran, à la Corée, à la Russie. Et la notion d'attribution dans le monde cyber devient ultra importante dans les enjeux diplomatiques entre les États. Et aujourd'hui, c'est un des sujets majeurs des G8 et des G20 des 6 et 9 derniers mois. Et ça, c'est vraiment un point qui va avoir beaucoup d'impact.
Alors quelques exemples d'attaques sur la partie cryptocurrency, crypto-monnaie, pour donner un petit peu, je dirais, d'illustration à tout ça. Donc quelques attaques que j'ai récupérées dans différents supports, en interne et en externe. La première, l'ingénierie sociale. Donc on en a parlé assez rapidement tout à l'heure. Il y avait un des exemples sur notamment les notions de pyramide de Ponzi. Où vous payez l'entrant avec celui qui est déjà rentré. Donc il y a eu un cas assez populaire qui a bien été documenté dans la presse avec le cas OneCoin qui a apporté l'arrestation de 23 personnes en Bulgarie. Donc ça c'est un des cas assez récents. On a du mal à estimer les valeurs globales. J'ai vu des chiffres qui oscillaient de 12 millions de dollars jusqu'à 100 millions de dollars. Donc ça laisse une grande marge. En tout cas, moi je suis intéressé pour récupérer une partie de la marge, mais il y a une grande marge. Donc ça c'est des attaques assez régulières qu'on a aujourd'hui. Donc le côté se faire duper, parce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez avec n'importe qui potentiellement qui vous encourage à investir dans les crypto-monnaies. Je ne vais pas parler de Nabila aujourd'hui, hein, mais globalement c'était un des exemples en France pour ceux qui ont raté l'épisode. Nabila avait fait un tweet, je crois, ou une vidéo où elle disait « Ouais, j'ai un copain, il a investi dans le Bitcoin, c'est super, vous devez le faire ». L'autorité des marchés financiers l'a pas attaqué en justice parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais en tout cas lui ont dit qu'elle n'avait pas le droit, puisqu'on n'a pas le droit d'encourager des gens à faire des transactions. Mais globalement, on peut avoir aujourd'hui, du fait que ça soit intéressant et que la presse en parle, des gens qui investissent rapidement sur des supports non maîtrisés, dans lesquels on va trouver des phénomènes de pyramide de Ponzi. Un deuxième cas qu'on a eu assez récemment, c'est des wallets frauduleux, donc des wallets frauduleux soit software, soit hardware, qui étaient notamment proposés et offerts pendant des conférences spécialisées sur la blockchain. Donc c'est assez fun. Vous allez à une conférence spécialisée, vous avez un vendeur ou un soi-disant vendeur qui vous propose des wallets physiques ou soft. Et quand vous revenez à la maison avec, le truc il est poney et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc ça c'est un exemple assez sympa. Un deuxième exemple d'attaque qu'on voit régulièrement, c'est tout ce qui va toucher au vol de credentials. Donc on en a parlé tout à l'heure, il y a la notion de clé privée et de clé publique. Donc aujourd'hui, en fait, il y a énormément de malwares qui ont comme volonté de récupérer les informations de connexion, donc les informations d'accès aux wallets ou directement les actions de clé privée. Vous avez ici un exemple d'un certain nombre d'outils qui utilisent ça de manière assez forte. Zeus, Dark Comet, Predator Pain. Je vais rentrer tout à l'heure dans le détail de Predator Pain un tout petit peu. Et puis vous avez aussi plein de sites qui vous donnent accès directement au code source. Donc attention, je répète ce que j'ai dit en introduction et je l'ai mis dans un slide. Ce que je présente, c'est pas des devoirs de TP, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous montrer ce qui existe. Mais en tout cas, tout est disponible assez facilement. Le troisième type d'attaque qu'on voit régulièrement, c'est le crypto mining. Donc on en a parlé pas mal tout à l'heure pendant l'intervention d'Emeric. Donc vous voyez, je fais du live, hein, j'ai rajouté, comme pendant l'intervention d'Emeric. Comme ça, on voit que j'ai suivi, que je dormais pas au fond de la classe. Mais globalement, c'est celle qui est la plus visible du grand public. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un axe média qui est assez fort sur le sujet. Et là, vous avez un exemple d'une qui est assez récente sur une vulnérabilité 2017 sur des serveurs LogLogic Oracle. Donc c'était assez sympa. Alors j'ai mis un peu le détail technique de l'attaque, parce qu'il y avait différentes choses qui étaient plutôt intéressantes. Mais d'un point de vue technique, donc on voit déjà des attaquants qui ont un niveau assez intéressant. Alors ils utilisent 3-4 différentes techniques de livraison du payload. Une des techniques utilisées qui était assez intéressante, c'est l'utilisation du PowerShell. Donc si jamais vous n'utilisez pas aujourd'hui le PowerShell ou si jamais vous ne connaissez pas le PowerShell, tout bon attaquant se doit de connaître et d'utiliser le PowerShell. Souvent c'est ce qu'on dit aujourd'hui, 90% des investigations qu'on mène se font sur des outils qui sont des outils autorisés au sein de l'entreprise. Le malware ne sert la plupart du temps qu'à entrer. Une fois que l'attaquant est rentré, le mouvement latéral, l'escalade de privilèges, l'exfiltration de données vont se faire avec des outils Windows autorisés type PowerShell, WMI ou autre type d'outillage. Donc aujourd'hui, ça c'est un des points qui est important parce qu'on pense souvent qu'on peut faire de l'anti-tout. En fait, là, on utilise des outils qui sont des outils clairement autorisés. Alors si on rentre dans les étapes du payload, le script ensuite récupère le payload directement sur un site web. J'avais pas pensé, mais j'ai noté parce que je trouvais ça super intéressant sur la presse d'avant de Renault. Faudrait que je vois, et je pense que je vais le soumettre à mes analystes, si on n'a pas déjà vu de l'exfiltration de données ou de l'injection de payload
en utilisant du swarm ou de l'IPFS. Je pense qu'il y a un sujet là qui peut être intéressant en termes de hack, qui peut être plutôt pas mal. Donc ça va être, je l'ai pris en note parce que je pense qu'il y a un truc sympa à faire, à regarder. On voit ensuite l'attaquant qui utilise des tâches Windows pour sa persistance. Donc ça, c'est un des points majeurs qu'on surveille quand on fait de l'investigation forensique. C'est quelles sont les méthodologies de persistance utilisées par l'attaquant. Et surtout, là où c'est fun, dans cette attaque-là, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs groupes qui se sont un peu battus entre eux pour attaquer les serveurs WebLogic. Donc il y avait un exemple qui a été donné tout à l'heure sur différentes fermes. Je crois que c'était quand tu présentais sur les fermes de serveurs, où on disait globalement, plus on pouvait en avoir, mieux c'était. Ici, l'idée c'est que la vulnérabilité et les scripts d'attaque étant publiés assez rapidement en mode libre, on a vu des attaquants s'attaquer entre eux. Et là, on a un cas typique où le premier attaquant vérifie s'il trouve une variante qui mettait des services en product 1 et les remplace par du product SA. Globalement, laisse-moi rentrer, je prends ta place et c'est moi qui fais mon boulot. Et ensuite, vous avez ici donc la connexion au pool de minage, la limitation en termes de CPU pour éviter que l'attaqué sente qu'il ait été attaqué. Donc l'idée, c'est de vraiment rester sur une ligne assez faible en termes de visibilité. Et là, on avait, sur le cas qu'on a observé ici, du Monero, donc ils arrivaient à miner environ $306 jour sur le groupe d'attaquants qu'on a observé sur cette approche-là. Le quatrième type d'attaque que j'ai mis en place dans cette présentation, c'est celui à la source en fait. Alors ça c'est un qui est passionnant parce qu'il existe depuis que le monde existe. Pourquoi braquer l'utilisateur quand on peut braquer la banque? À un moment on peut se poser la question. Et aujourd'hui en fait c'est le terrain de jeu favori, notamment des attaques étatiques. Donc je parlais tout à l'heure de mes amis nord-coréens. C'est clairement pour eux le jeu du moment, avec notamment l'attaque de la plateforme Yapizon, qui est une plateforme sud-coréenne, qui a été attaquée en avril dernier, avec une récupération de 3800 bitcoins. Vous avez d'autres cas ici qui sont illustrés, avec différentes méthodologies d'attaque, mais toujours la même approche qui est l'attaque à la source. Donc là, vous avez 2 ou 3 exemples. Il y a un exemple de redirection sur l'adresse du wallet. Donc plutôt que d'attaquer directement la plateforme d'ICO, ils ont attaqué la partie serveur frontal. Ils ont changé le code pour rediriger sur un wallet qui leur appartenait. Donc vous aviez l'impression de participer au lancement de la nouvelle monnaie, mais en fait la redirection de monnaie faisait que vous donniez la monnaie à quelqu'un d'autre. Donc ça c'était un des cas assez sympa. La même chose avec de la redirection de domaine, qui était aussi assez cool. Pour ceux qui veulent pas attaquer directement la plateforme d'échange en tant que telle, sur la partie, on va dire, cryptocurrency, on a aussi beaucoup de cas d'attaque de plateformes d'échange sur la récupération des informations qu'elles hébergent et de la revente des informations hébergées. Donc on est sur du data breach assez classique. J'attaque la base de données sur laquelle la plateforme d'échange stocke les informations sur expéditeur, receveur, sur clé privée, enfin clé publique, parce que la clé privée, a priori, ils l'ont pas obligatoirement. Et ensuite, je revends l'ensemble du contenu à des attaquants qui voudraient l'utiliser pour faire autre chose. Dernier type d'attaque qui est super intéressante parce que ce matin, on en a parlé pendant une des présentations. Je crois que c'est Martin qui en a parlé, si je me souviens bien, sur la partie wallet physique. Et en fait, comme je le disais, le monde cyber, le monde réel, la frontière est jamais très lointaine. Donc maintenant, on a un nouveau truc super fun, guillemets, astérix, astérix. C'est l'attaque physique, où j'agresse quelqu'un pour lui récupérer son wallet. Ou j'agresse quelqu'un pour accéder directement à la plateforme d'échange. Vous avez 2 cas ici qui sont ultra récents. Ce cas du mois de décembre 2017 sur 2 potes. Donc la limite de potes là est assez tenue quand même. Un qui avait un wallet avec 1,8 million de dollars de monnaie virtuelle. Son pote l'a kidnappé, l'a menacé avec un flingue. Ils sont rentrés chez lui, il a été récupéré le wallet physique, la clé privée qui était stockée dans un coffre-fort dans son appart, et il est reparti avec les 1,8 million de dollars. Alors ça a été jugé, il a été retrouvé et arrêté, mais c'est un cas qui à mon avis va se multiplier parce qu'en fait la partie soft est assez dure à protéger, la partie hardware paraît être intéressante. Qui dit hardware dit possession. Et j'ai même un de mes collègues la dernière fois qui me disait c'est sympa, on va retomber dans un modèle où on va aller mettre à la banque
son wallet physique dans un coffre, parce qu'au départ, on voulait faire de la monnaie virtuelle pour éviter les banques. La boucle est assez étrange. Deuxième cas qu'on a eu assez récemment, c'était au Canada. Vous avez, je vais me déplacer ici, des hommes armés avec des chiens. Et globalement, là, c'était pour une agression physique sur des employés d'une plateforme d'échange. Donc l'accès physique aux locaux pour pouvoir avoir un accès directement à la plateforme pour aller faire de la manipulation. Donc ça, c'est une des nouvelles méthodes d'attaque qui est assez intéressante. Après, pour terminer sur cette partie-là, il y a d'autres attaques qui sont plutôt des attaques théoriques. Et il y a une des questions tout à l'heure qui était sur une approche comme ça. Il y a la notion de collision qui peut apparaître. Il y a toutes les attaques qui sont basées sur le double spending. Donc le fait en fait de pouvoir faire deux chaînes secondaires dans la blockchain au même moment et de pouvoir annuler une chaîne avec une autre. Donc c'est un petit peu, on va dire, techniquement compliqué à faire, mathématiquement compliqué à faire, mais vous avez beaucoup d'articles qui sont faits dessus avec pas mal d'explications. Il y a aussi un des risques majeurs qui est le 50%, 51% attaque, notamment sur les petites monnaies, où on peut se retrouver avec des gens qui vont avoir plus de 51% pardon, de puissance de mining. Et on l'a aussi avec ce regroupement par multipool. On pourrait imaginer, même si ça reste que de la théorie, demain 2 ou 3 grands pools tomber d'accord pour monter une attaque à 51%. Ça veut dire se mettre tous ensemble et maîtriser 51% de la monnaie, donc de savoir dire oui ou non. Ça, théoriquement, mathématiquement, faisable. Après, est-ce que ça peut arriver? Ça, c'est encore un autre sujet. Et pour conclure, comme on m'a demandé d'être dans les 25 minutes, je pense que je suis pas trop mal, 26, sur les sujets qu'on verra sur 2018, donc globalement, la monnaie virtuelle va rester un des grands sujets d'actualité, tout simplement parce que le grand public commence à s'y intéresser. La presse, et puis dès que ça passe sur BFM ou autre, tout le monde s'y intéresse. Je pense que la notion énergétique va devenir un vrai sujet autour de tout ça. C'est-à-dire que ce soit pour les défenseurs ou pour les contradicteurs des monnaies virtuelles, la notion énergétique liée au mining va devenir un vrai sujet de discussion. Et le dernier qui est l'impact des États, et notamment sur la volatilité. Alors on a parlé tout à l'heure de la bulle chinoise. On a aussi vu sur le Bitcoin et sur d'autres monnaies, à partir du moment où un gouvernement a commencé à dire « j'arrête, je bannis les ICO » ou j'interdis les échanges de monnaie virtuelle sur mon territoire, de la même manière, on a un impact direct sur les cours de bourse. Donc on peut très bien imaginer aujourd'hui une manipulation étatique sur un État qui a récupéré ou qui veut récupérer beaucoup de monnaie, qui fait une annonce forte de bannissement, qui attend une chute de cours, qui touche votre facteur émotionnel, comme disait Martin tout à l'heure, donc il y a beaucoup de reventes, qui rachète, et qui dit, bon non, mais en fait, non, on va réguler, mais on ne va pas interdire. Et le cours repart. Et on a eu le cas il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou deux, notamment en Chine, où il commence à avoir des rumeurs sur le fait que la Chine allait interdire les transactions en monnaie virtuelle et autres. On a senti un assouplissement immédiat sur l'ensemble des monnaies virtuelles. Et ensuite, ils ont relâché un petit peu en disant, oui, mais bon, d'un autre côté, d'un point de vue économique, il y a un certain besoin. Si on fait des rapprochements géopolitiques et stratégiques, on peut imaginer des gens qui ont tout intérêt en fait, à faire bouger ces éléments-là pour récupérer des grosses valeurs. Voilà pour ma présentation. Si jamais vous avez des questions, il y a mon mail qui est ici. Et puis si jamais on en a une ou deux maintenant, on peut aussi le faire. Merci à tous. Tu disais, si les pools s'associent ensemble, elles peuvent facilement dépasser 51%. Est-ce qu'on peut imaginer des mecs qui hackent 2 ou 3 pools et qui se servent du coup de la totalité des pools pour les fusionner, ou même un gouvernement qui les hack ou qui fait une attaque physique secrète en mode un peu et qui prend le contrôle? Honnêtement, dans l'expectative, on peut imaginer des choses comme ça. Après, physiquement, on peut imaginer, parce qu'on voit aujourd'hui sur certains États, il y a un reportage qui est passé il n'y a pas très longtemps là, sur la télé française, sur les fermes de mining en Chine. On voit que la sécurisation physique des locaux est pas extrême. Loin de là, d'ailleurs, c'est souvent 3 pauvres Pékins qui ont 2 grands hangars. Donc on peut imaginer de l'accès physique. Aujourd'hui, on n'en a pas vu, en tout cas de volonté plus large pour les États.
Les États derrière n'ont pas d'intérêt à avoir une association trop rapide sur le fait que ce soit eux qui soient derrière. Donc la partie IT, on va dire malware, est plus intéressante pour eux que la partie physique. La partie physique, on pourrait l'avoir dans des pays plutôt instables, économiquement ou politiquement, où on pourrait se retrouver sur des mafias locales qui prennent la main sur des fermes de serveurs. Donc ce sera quelque chose qui devra évoluer dans tous les cas avant que le Bitcoin, si un jour ça arrive, ou une autre crypto-monnaie, soit utilisée partout. Parce qu'au final, ça veut dire que toute la monnaie est aux dépens de 3 pauvres pélos qui regardent le hangar, quoi. C'est une des problématiques, quoi. C'est qu'aujourd'hui, la garantie de la sécurité de la monnaie comme ça, elle est quand même, elle reste potentiellement limitée, notamment du fait que ça soit devenu un jeu économique où au départ on était sur du full distribué, où chacun minait de son côté, et aujourd'hui on a cette notion de pool, et voire même d'industrialisation du process. Encore une fois, j'avais été assez surpris, on a vu tout à l'heure sur ta présentation, juste un rack avec des cartes GPU. J'ai vu là, donc, dans le reportage récent, là, un hangar complet avec des lignes complètes de GPU, et derrière 3 gars qui ont des moniteurs qui monitorent en temps réel la consommation électrique et la chute ou la défaillance hardware. Et leur métier au quotidien, c'est juste d'être sûr que c'est up. Et dès qu'il y en a un qui tombe, le mec il vient avec son tournevis, il change un ventilo, il change une carte, et hop, il repart en up. Et on est sur quasiment pas de sécu, c'est un hangar perdu quelque part dans une banlieue chinoise. Et derrière, alors j'ai plus les valeurs en tête, mais il minait sur un volume assez intéressant. Le tout sécurisé physiquement quasiment à néant. Donc ouais, là il y a un vrai risque. Merci. Pas d'autres questions? Mais merci en tout cas, bonne journée à vous.